Alors, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette conférence qu'organisent donc les éditions Vendémiaire autour de notre dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire. Nous avons deux intervenants, deux co-directeurs de l'ouvrage, donc Anne Besson, qui est professeure de littérature comparée à l'université d'Arras, Artois, et qui est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment un dictionnaire de la fantaisie aux éditions Vendémiaire et également un essai sur la littérature de fantaisie et ses implications politiques, intitulé « Les pouvoirs de l'enchantement ». Quant à William Blanc, il est historien, spécialiste lui aussi de la fantaisie et de ses implications politiques. Et il a notamment écrit chez Libertalia deux ouvrages, parmi d'autres, Le roi Arthur, un mythe contemporain et Winter is Coming, les usages politiques de la fantaisie. Alors, donc, notre intervention d'aujourd'hui tourne autour de la mer dans le Moyen-Âge imaginaire, la mer du Moyen-Âge imaginaire. Je pense que pour commencer, il serait peut-être utile de préciser ce qu'on entend par cette expression de Moyen-Âge imaginaire, qui est maintenant devenue assez commune, assez populaire, mais qui n'est peut-être pas non plus complètement familière. Et donc, Anne, vous pouvez peut-être commencer par nous expliquer quels étaient les présupposés du dictionnaire et la méthode que vous avez choisie pour y travailler. Alors, le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire, il est sous-titré « Le médiévalisme hier et aujourd'hui ». Donc, c'est le terme de médiévalisme qu'on utilise plutôt dans les études scientifiques pour désigner l'ensemble, en fait, à la fois des œuvres de fiction et des travaux érudits, des travaux scientifiques qui témoignent de la réception et de la recréation du Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, on commence à le rêver, ou à le cauchemarder, pour reprendre l'expression de William Blanc, puisqu'on a vraiment deux faces du Moyen-Âge, hein, un Moyen-Âge lumineux, un Moyen-Âge sombre, un Moyen-Âge plus rose et un Moyen-Âge plus noir. Soit on projette des rêves, des utopies contre la modernité sur ce qu'on imagine du Moyen-Âge, soit au contraire, on y voit un temps de barbarie et d'obscurité qu'il convient de fuir par le progrès. Hein. C'est vraiment les deux grandes faces du Moyen-Âge imaginaire. Et donc on commence à l'imaginer dès lors qu'il est fini. Hein, donc dès le XVIe siècle, on a cette vogue des romans de chevalerie avec Don Quichotte, etc., qui va couvrir toute l'Europe. Et puis surtout, à partir du XIXe siècle, à partir de l'industrialisation en Angleterre, ça ne va cesser de monter pour exploser au tournant du XXe, XXIe siècle. Les travaux sur le médiévalisme ont suivi à peu près la même courbe, hein, c'est-à-dire que on en trouve dès les années 70. Hein, il y a la grande revue américaine qui s'appelle Studies in Medievalism. Il y a les travaux de Paul Zumthor, il y a les travaux de Umberto Eco. Un peu plus tard, Michel Galli ou Christian Amalvi avec un ouvrage qui s'appelle c'est le premier historien à s'intéresser vraiment à ça, Le goût du Moyen-Âge. Mais les travaux sur le médiévalisme donc, deviennent beaucoup plus importants depuis 2 décennies. Depuis que des fictions médiévalistes beaucoup plus nombreuses ont envahi notre horizon culturel, Le Seigneur des Anneaux réinventé par Peter Jackson, Game of Thrones, même Harry Potter, hein, qui d'une autre manière diffuse une forme de médiévalisme qui va être associée au monde magique avec ses sorciers, ses châteaux, etc. Donc ces fictions médiévalistes beaucoup plus importantes vont attirer l'attention médiatique et vont faire que des chercheurs et chercheuses de plus en plus nombreux vont s'intéresser au Moyen-Âge imaginaire. Nous, avec ce dictionnaire, on a voulu faire à la fois une synthèse des travaux existants et aussi donner un nouvel élan à cet ensemble qui jusqu'alors était relativement disparate, relativement hétérogène. Il y a beaucoup de choses, mais qui peine à faire pour l'instant synthèse vraiment. Donc voilà, là on a tous les meilleurs spécialistes de toutes les disciplines intéressées par le médiévalisme et en fait elles sont nombreuses, littéraires et historiens au premier chef bien sûr, mais dans les études scandinaves, en infocom, en STAPS même, avec une collègue qui fait la notice sur le sport. Voilà, toutes les disciplines scientifiques sont susceptibles de s'intéresser à ce que devient le Moyen-Âge aujourd'hui. Synthèse donc, et puis nouvel élan parce qu'on a vraiment souhaité aussi s'intéresser à des zones qui d'habitude ne sont pas couvertes par le médiévalisme et en particulier les aires extra-européennes. On a tendance à associer, et bien sûr c'est dans le dictionnaire, le médiévalisme au nord-ouest, à l'Europe et aux États-Unis, Angleterre,
France, Allemagne, États-Unis sont les grands pays du médiévalisme. Mais même en Europe, il y en a d'autres. Espagne, Italie, Russie. Voilà, Et puis, nous, on a aussi consacré des grosses notices au Japon, à la Chine, à l'Inde, à l'Afrique, à la Turquie. Donc autant d'aires culturelles qui ont un autre Moyen-Âge, en fait, qui ne relèvent pas du même découpage chronologique que celui qui a été créé pour l'histoire occidentale. Mais qui cependant doivent s'y référer. Donc, où coexiste un médiévalisme d'importation, le Moyen-Âge tel qu'il a été imposé par le colonialisme, et des médiévalismes locaux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver, qu'est-ce qu'on va appeler Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on va considérer comme Moyen-Âge et qu'est-ce qu'on va vouloir retenir des Moyen-Âge qui se sont développés sur place. Voilà, c'est les partis pris de ce dictionnaire. Merci. William, vous avez quelque chose à ajouter du point de vue de l'historien, plus strictement ? Oui, il y a un truc, c'est vrai que c'est ce dictionnaire, moi je suis médiéviste de formation, et ce dictionnaire pose une question qui est importante aussi, c'est la question des limites du Moyen-Âge. Alors évidemment, c'est un débat qui rebondit régulièrement. Est-ce que c'est le Moyen-Âge, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, 1453, 1492. Et en fin de compte, dans ce dictionnaire, on ne prend pas parti, en fait, parce qu'on essaye, on se rend compte qu'il y a du médiévalisme à partir du XVIe siècle, en fait. Donc évidemment, tu as cité Don Quichotte et tout. On peut même parler de Rabelais, on parle de Rabelais à un moment et tout, où là, c'est le Moyen-Âge repoussoir, en fait. Voilà, donc... c'est plus, en fait, à partir du fin 18e, début 19e, c'est plus le même médiévalisme. Et on peut aussi retrouver l'hypothèse de Jacques Le Goff du long Moyen-Âge, en fait, parce que pour Jacques Le Goff, le Moyen-Âge continuait jusqu'à l'industrialisation, en fait, au passage, en fait, à la modernité industrielle. Et c'est vrai que ce qui est assez frappant, c'est que ce qu'on appelle nous la seconde vague de médiévalisme commence dans le pays le plus industrialisé au monde, donc en Angleterre, fin 18e et puis début 19e, avec évidemment une figure tutélaire, donc celle de Walter Scott. Donc voilà, donc ça pose pas mal de questions, y compris par rapport au Moyen-Âge et notre manière d'entrevoir le Moyen-Âge, y compris la manière qu'ont eu et qu'ont encore les historiens et les historiennes d'analyser en fait le Moyen-Âge, parce qu'on se rend compte que le médiévalisme a aussi une grande influence sur les travaux historiens, en fait, voilà, en fin de compte. Donc Walter Scott a beaucoup influencé les historiens romantiques et libéraux. Donc voilà, donc ça on en parle quand même pas mal de tout ça, et en effet, ce qui est bien, c'est qu'on a des regards croisés de plusieurs disciplines, en fait. Pour revenir brièvement à Jacques Le Goff, je crois qu'il avait une boutade, on lui avait demandé quand est-ce que ça s'était terminé le Moyen-Âge, il avait répondu en 1950, voilà. Ça dépend des pays, en fait, voilà. Oui. Donc ça dépend en France, en 1950, voilà. Donc on peut méditer là-dessus. Je crois, William, que vous aviez des petites diapos à nous montrer à ce moment de l'exposé. Oui, parce que en fait, bon, alors ça c'est des trucs, c'est pour résumer le médiévalisme. En fin de compte, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Moyen-Âge imaginaire, en fait, c'est une altérité, c'est l'altérité du monde moderne, de notre monde à nous. Et ça a été pensé comme ça. Déjà au XVIe siècle, mais encore plus à partir de la seconde vague de médiévalisme, donc 18e et 19e siècle. Là, on a une image, on a un cahier icono quand même, donc voilà, donc de 24 pages, des iconos couleurs. Et je vais montrer quand même quelques images de ce cahier icono. Là, on a une image qui est assez frappante, en fait. Donc c'est une peinture de 1848. Donc c'est alors il y a marqué en allemand gnome, en fait, mais les traductions c'est voilà, nain ou gnome et tout. Donc en train de regarder un train, et je pense que ça résume très bien, en tout cas, plusieurs thématiques du médiévalisme, avec d'un côté un monde magique ancien immobile, et de l'autre au loin le monde moderne qui accélère et qui est évidemment un monde de machines, en fait, voilà. Donc avec de l'autre côté le gnome qui lui est dans la nature, voilà. Donc voilà, parce qu'évidemment, peut-être on a parlé pour Harry Potter, mais Harry Potter reprend en fait des stéréotypes du médiévalisme, qui associe le Moyen-Âge imaginaire à la magie, alors que le monde contemporain, lui, sera un monde rationnel, voilà, scientifique, voilà. Donc ce qui fait aussi d'ailleurs, c'est assez frappant, c'est que le monde contemporain se vit aussi beaucoup comme une espèce de nouvelle antiquité, voilà. Donc voilà, et on dit voilà, l'antiquité c'était des gens rationnels, s'associer à la raison, s'associer voilà à ce qui est rectiligne et tout, alors que le médiévalisme c'est la passion, voilà, ça c'est une idéologie très romantique. L'obscurité, en fait. L'obscurité, voilà aussi. Alors c'est assez frappant, c'est aussi un truc, ça c'est un truc sur lequel je tiens beaucoup, mais c'est tellement évident que en fait j'ai mis des années à m'en rendre compte, et
il faut bien comprendre que quand on parle de découpage temporel, donc une date, notamment la date de l'entrée, après il y a plein d'écoles différentes, mais quand même la date qu'on apprend à l'école d'entrée dans l'époque contemporaine en France, c'est le 14 juillet 1589. Voilà. Donc, oui, mais si vous y réfléchissez bien, c'est comme la destruction d'un château médiéval. C'est la destruction de la Bastille. Voilà. Bah oui. Et donc ça, dans l'imagerie médiévaliste, c'est très fort. On a dans beaucoup de films, notamment dans des films qui développent une idéologie, enfin en tout cas des propos très progressistes, la prise d'un château et la destruction d'un château. On pensait à pas mal de versions de Robin des Bois, par exemple. Donc ça, c'est aussi très fort aussi. Et ça, je pense que c'est... voilà, moi j'en parle aussi pas mal. Moi j'ai remarqué ça dans les comics de super-héros, qui là pour le coup c'est vraiment très moderniste en fait, très futuriste. Et généralement les super-héros s'échappent ou détruisent des châteaux. Et pareillement, ce qui est assez, encore une fois, on est dans l'altérité. Et ce qui est assez frappant, c'est que l'altérité historique que représente le Moyen-Âge imaginaire est doublée aussi d'une altérité géographique. Alors par exemple, si on reprend Le Goff, il dit, c'est à moitié une boutade, parce que moi je me rappelle, j'ai jamais pu trouver d'où ça venait ça, en fait, mais il y avait un documentaire sur le Larzac, en fait, il y avait un ministre qui parlait du Larzac en disant mais ces gens-là vivent encore au Moyen-Âge, en fait, ouais, sur la lutte du Larzac, en fait. Ouais. Parce qu'on disait, voilà, en gros, les paysans dans le Larzac, ils vivent encore au Moyen-Âge. Donc, on géographise aussi, enfin, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, on spatialise, en fait, l'altérité médiévaliste. Mais l'altérité spatiale la plus associée à l'altérité temporelle, qui est le médiévalisme, en fait, c'est l'Orient, en fait. Et c'est pas un hasard, parce que le médiévalisme, en tout cas la seconde vague, fin 18e, naît quasiment en même temps et se développe de manière concomitante à l'orientalisme. Et ça, quand vous regardez toute la peinture orientaliste, plein de romans, enfin de textes orientalistes, et même Hugo, Hugo il écrit les orientales, il publie en 1828 les orientales, et 4 ans plus tard, il publie Notre-Dame de Paris. Donc c'est pas un hasard. Et même dans Notre-Dame de Paris, il y a de l'orientalisme avec Esmeralda. Donc voilà, ça je vous montre une peinture qu'on a mis aussi, qui est assez frappante, qu'on met aussi qu'on a mis dans le dictionnaire, avec d'autres, où on a justement cette image d'un Orient qui serait bloqué dans le Moyen-Âge constamment, ce qui justifie aussi, et là on retombe sur l'aspect politique, ce qui justifie aussi la colonisation. On dit voilà, on va leur apporter la lumière, on va les faire rentrer dans l'ère moderne. Quoi. Donc ça, c'est un élément qui est important aussi dans le dictionnaire. Alors, de façon extrêmement paradoxale, notre dictionnaire ne comporte pas d'entrée de notice mère. Ça, c'est un problème. Donc, je voudrais savoir, William ou Anne, je ne sais pas, qui veut répondre à la question « Pourquoi ?» C'est une vaste question. C'est une bonne question. Déjà, je tiens à dire que c'est de la faute à Anne, parce que j'ai été privé. Voilà. C'est moi qui fixais les limites sur le nombre d'entrées. La mère fouettarde. Si on m'écoutait, le dictionnaire aurait fait. Si on m'avait écouté, le dictionnaire aurait doublé de taille. Voilà, mais après, je pense que personne n'était d'accord à part moi. Donc voilà. On n'associe pas le Moyen-Âge à la mer. Quand vous pensez au Moyen-Âge, donc le médiévalisme, c'est l'ensemble de nos représentations collectives sur le Moyen-Âge. La mer n'en fait pas partie. Les gens du médiévalisme ne voyagent pas par mer, alors que les gens du Moyen-Âge, si. Donc voilà, c'est aussi intéressant de penser à ce que la mémoire culturelle commune ne retient pas. Et pourquoi Alors ça, William a des théories. Voilà, ça c'est pour le coup, on en a débattu entre nous en fait. Je vais vous donner un exemple d'un film, enfin plutôt d'un dessin animé. C'est Merlin l'Enchanteur. Voilà, parce qu'il y a un extrait de Merlin l'Enchanteur. Il y a un moment dans Merlin l'Enchanteur, donc film de Disney 1963, basé donc sur un roman de T.H. White, de 1939 si je me souviens bien. Donc roman arthurien, et en fait à un moment dans cet extrait là il y a Merlin qui enseigne à Moustique, donc le futur Arthur. Il dit voilà en fait voilà, ça c'était le monde en fait comme on enseigne aujourd'hui au Moyen-Âge en fait, mais un jour on va entrer dans le monde moderne, parce que Merlin vient du futur, il déteste le Moyen-Âge, et il dit voilà, le monde moderne c'est ça, voilà. Donc voilà. Alors vous voyez bien où est-ce que la carte est centrée. C'est pas voilà. Donc c'est un film américain. Voilà. Et remarquez bien, vous avez une date. Voilà. The New World, le nouveau monde, to be discovered, qui va être découverte en 1492. Voilà. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne dit plus aujourd'hui. Voilà. Mais il y a vraiment cette idée. La Terre est ronde, devient ronde à l'époque moderne. Il y a des océans à l'époque moderne, alors que
à l'époque médiévale, les gens pensaient que la Terre était plate. Hein. Encore une fois, on est dans le médiévalisme, on n'est pas dans l'histoire médiévale. Hein. La Terre était plate. Et regardez, d'ailleurs, au bout d'un moment, quand les gens voulaient naviguer sur la mer, ils tombaient du rebord. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de films aussi. Il y a aussi dans Eric le Viking et tout. Voilà. Donc, et ce qui a évidemment, on sait aujourd'hui que dans le Moyen Âge, hein, c'est faux en fait. Hein. Il suffit de prendre par exemple de l'icono comme ça. Hein. Là, vous avez un évangéliaire, l'évangéliaire d'Othon III, donc c'est vers l'an 1000. Hein. Donc voilà, Othon III porte une orbe en fait. Hein. Voilà, l'orbe, ça représente l'orbe terrestre en fait. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Donc ça, c'est Charlemagne selon Dürer en fait. Hein. Il a la même chose. Donc on sait qu'au Moyen Âge, il savait que la Terre était ronde. Hein, c'est une évidence. Mais dans le médiévalisme, il y a cette idée que la Terre est plate. Et donc si la Terre est plate, les océans sont infranchissables, et donc la mer en fait elle est exclue en fait, hein, elle est exclue de ce discours du discours médiévaliste. Et en fait, quand on regarde bien dans les fictions médiévalistes, ce qui est extrêmement intéressant, s'il y a des individus qui franchissent la mer, en fait, ils quittent le Moyen Âge, ils quittent le Moyen Âge imaginaire. Par exemple, hein, moi j'ai voulu, parce que en fait j'aurais pu passer plein d'extraits. On pense au film de Ridley Scott, 1492. Hein. Au début, vous avez Christophe Colomb qui est dans une Espagne hyper obscurantiste, vous avez des bûchers partout, ce qui part d'une réalité historique en fait. Hein. Mais là, elle est exagérée dans le film. Hein. Vraiment, les premiers épisodes sont, enfin, les premières scènes sont très sanglantes. Et puis, Christophe Colomb prend la mer à l'aube. Encore une fois, alors que généralement beaucoup de scènes en Espagne sont tournées de nuit, il prend la mer à l'aube et il franchit l'océan, et donc, boum, il arrive dans la modernité parce que là, il a réussi à découvrir le nouveau monde. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Là, je vous montre même un exemple un peu plus ancien, iconographique, et c'est une image que j'aime beaucoup. Si ça passe? Non? Non? De l'autre côté, je crois. Ouais, peut-être. Là, voilà. Alors, une image que j'aime beaucoup, c'est une image qui est tirée d'un magazine humoristique américain qui s'appelle Judge. C'est en 1897 et c'est au moment où il y a des tensions grandissantes entre les États-Unis et l'Espagne, notamment à propos de Cuba. Et il y a cette idée dans cette image, en fait, si vous regardez bien, que vous avez d'un côté le peuple américain qui représente la modernité, qui est représenté par Columbia, donc cette espèce de Marianne américaine, en fait, qui tend les bras au peuple donc cubain, qui est prisonnier, c'est marqué, des méthodes du XVIe siècle de l'Espagne, en fait, donc voilà, et donc qui est prisonnier d'un château, d'un donjon, et vous avez évidemment une mer entre les deux, quoi. En fait, donc il y a vraiment cette idée, en fait, la mer, c'est ce qui sépare le Moyen Âge imaginaire, encore, le Moyen Âge fantasmé, le médiévalisme, et le monde moderne, en fait. Donc, le Moyen-Âge qui, pour les Américains, est un tout petit peu plus large que le nôtre. Il inclut le XVIe siècle, il inclut la Renaissance. Les fêtes médiévalistes américaines s'appellent des Renaissance Fairs. Ils ont aussi une conception qui, pour coller à leur propre histoire, en fait, pour coller à leur propre imaginaire de la modernité qu'ils incarnent, va étendre les temps obscurs. Ouais. Ouais, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est même avant la Révolution américaine, en gros, c'est quasiment tout est reporté, en fait, une espèce de Moyen-Âge très long, quoi. Donc, par rapport à ça, un autre exemple, alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais par exemple, quand vous prenez les fictions sur les Vikings, il va y avoir la mer, évidemment, sur des fictions dans les Vikings, il y a la mer. Mais regardez bien, souvent, en fait, il va y avoir, je vais vous passer un extrait par rapport à ça, mais les Vikings qui traversent la mer sont des modernes, en fait, voilà. Ils ont des caractéristiques de personnages modernes avant l'heure, en fait. Je vais vous montrer justement l'extrait qu'on avait... Oui. On passera après ? Ouais, on parlera des Vikings après. On parlera des Vikings après, d'accord. Donc on parle de quoi, là ? On continue sur la question, qu'est-ce qu'on trouve dans la mer du Moyen-Âge imaginaire ? On y trouve quand même quelque chose, non ? On y trouve peut-être, je ne sais pas, des créatures, des monstres, des dragons, des... Alors, oui. Alors, c'est parce qu'on... j'étais, moi, censée parler ici de la mer chez Tolkien, pour moi. Oui, sûr. Alors, il n'y a pas de monstres dans la mer de Tolkien. Alors... Je réponds je rebondis sur ce que William disait. Donc, lui présentait un rapport à la mer qui était comme après le Moyen-Âge, dans des univers médiévalistes, mais à chaque fois qu'on fait appel à la mer, on est dans une anticipation de l'après. Et donc, on va vers l'Ouest, on va vers la modernité, on va vers la lumière.
une autre manière d'intégrer, enfin une autre manière dont la mer est présente dans les Moyen-Âge imaginaires, c'est comme un avant. C'était ça mon idée que je voulais défendre à propos de la fantaisie. Donc la mer c'est l'après et la mer c'est l'avant. Parce que l'autre, on associe bien sûr la mer aux grandes découvertes, donc voilà, à 1492, à l'après-Moyen-Âge, mais on l'associe aussi au monde antique, à la Méditerranée et aux grandes thalassocraties. Et ça aussi, on le retrouve dans la fantaisie, y compris dans les univers médiévalistes, y compris chez Tolkien, donc, qui est le grand auteur de fantaisie médiévaliste, et qui peut apparaître comme un contre-exemple, puisque la mer est bel et bien présente chez Tolkien. Et les premiers épisodes donc, de la série Rings of Power nous ont montré une navigation vers l'ouest, des elfes, un naufrage de Galadriel, et une magnifique civilisation de marins, donc, que vous voyez là à l'écran, l'île de Numénor. Et donc la mer chez Tolkien ne représente cette fois pas l'après du Moyen-Âge imaginaire, mais son avant, son passé. Dans le monde de Tolkien, il y a une grande mer à l'ouest, la grande mer de Vélégar, qui permet le passage vers les terres immortelles et au-delà vers Valinor. Elle est associée de manière privilégiée et presque exclusivement aux premiers âges du monde. Toutes les histoires qui se déroulent en mer, c'est premier et deuxième âge. La mer n'est plus présente dans le Seigneur des Anneaux. Quasiment plus, elle est un horizon, elle est un élément de nostalgie pour les elfes qui continuent à entendre les mouettes. Et puis c'est le lieu du grand départ tout à la fin. Mais entre-temps, on voit pas la mer. C'est le premier et le deuxième âge, et c'est les elfes qui sont associés à la mer. Voilà, c'est les elfes sont un peuple marin, et c'est un peuple qui décline, qui est puissant au premier âge et puis de moins en moins. Il y a un personnage de marin chez Tolkien qui s'appelle Eärendil, dont le nom signifie à la fois amoureux de la mer et étoile du matin, et qui est le personnage de grand navigateur qui est inspiré par un poème vieil anglais qui s'appelle The Seafarer, qui va naviguer jusqu'au bout du monde pour alerter les dieux et faire en sorte qu'ils vont prendre fait et cause dans la dernière bataille contre Morgoth. Et ensuite, il devient une étoile. Il marie au front et à son tour, il guide les marins. Et Numénor, la thalattocratie, la thalassocratie du deuxième âge, c'est une Atlantide. C'est une Atlantide. Vous voyez bien dans ses représentations qu'elle est très antiquisante. C'est explicitement en rapport avec le mythe de l'Atlantide pour Tolkien, qui était très habité par ce mythe. En fait, il a raconté un rêve qu'il avait fait, qui l'avait extrêmement marqué pour son œuvre, qui est un rêve de submersion, une grande vague qui submerge une île. Et donc il a voulu explicitement reprendre le mythe antique de l'Atlantide à travers la civilisation magnifique et la destruction de Numénor. Et la manière dont les showrunners de Rings of Power et les designers graphiques sous la houlette de John O ont choisi de la représenter en fait vraiment une civilisation pré-médiévale, quelque chose qui est associé à l'Antiquité. Donc voilà, la mer après, la mer avant, mais la mer du Moyen-Âge imaginaire, effectivement, elle est limitée, c'est une zone de danger, c'est une zone on va y revenir. Et c'est la mer d'avant, et c'est aussi une mer qui est très, dans sa représentation cinématographique, ce qu'on voit là, qui est très influencée par toute une tradition picturale. Oui, ça c'est. Alors en effet, il y a en plus chez Tolkien dans le texte qui raconte sur Numénor, il y a aussi des inspirations bibliques très nettes, et ce qui fait qu'en fait en termes graphiques, et même Tolkien disait que les habitants de Numénor, pour lui, c'était des Égyptiens, en fait. Voilà, donc il y a tout un truc. Donc on est dans une représentation, en effet, très associée au péplum, en fait. Et avec les péplums, généralement, qui se finissent souvent par des catastrophes. Ça, c'est très typique. C'est typique du péplum. Et quand on regarde bien, là, vous avez une image qui est tirée de la série, récente. En fait, quand on regarde en termes pictural, c'est inspiré, par exemple, de ça, quoi, en fait. Donc ça, c'est une peinture qui est archi connue de Thomas Cole, en fait, qui est un peintre américain.
c'est 1839 si je me souviens bien, voilà, où on a cette image, hein, c'est une série de peintures qui s'appelle The Course of Empire, donc voilà, l'histoire des empires en fait, ou le destin des empires, avec une peinture qui représente l'apogée, puis après il y a une peinture suivante qui représente la destruction. Et même si Cole l'a pas dit ouvertement, on remarque quand même qu'il y a une inspiration très nette du texte de Platon sur l'Atlantide. Et même si vous regardez par exemple ces structures-là, bon, les structures au fond ici, on retrouve quand même des structures assez similaires faites ici avec voilà dans la voilà. Donc dans la série télévisée. Donc oui, nettement, là ici c'est l'avant, c'est l'avant, et c'est souvent le cas en fait dans la fantasy. On a cette espèce la mer, traverser la mer, c'est aller vers un avant, généralement quelque chose de très ancien en fait. Ouais. Ou l'autre monde. Ou l'autre monde, ouais, ou l'autre monde. Ouais. Alors là, ça vient plutôt d'Avalon et tout. Oui. Donc, Et peut-être on peut dire un mot d'Avalon. D'Avalon. Oui. Ça, pour le coup, c'est un truc qui est. C'est ce qu'on retrouve chez Tolkien aussi, en fin de compte, avec Valinor. En fait, l'île des Immortels, Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mythe qui date du Moyen-Âge. Oui. Alors après, c'est pas un mythe qui est si développé que ça au Moyen-Âge, en fait. Donc, quand on lit bien les textes arthuriens, dans certains textes, en effet, il est dit, notamment dans le texte de Geoffroy de Monmouth au XIIe siècle, il dit que Arthur va à Avalon, qui est l'île aux pommes, où il y a les 9 sœurs, dont Morgane, qui l'attendent pour le soigner. Mais dans d'autres versions plus tardives, notamment dans ce qu'on appelle la Vulgate, ou le Lancelot Graal, qui a une grande version en prose du mythe arthurien, là, Avalon, c'est évacué en fait, c'est quelque chose. Donc ça dépend. C'est devenu quelque chose de central, en fin de compte. À mon avis, on retrouve plus Avalon dans le mythe arthurien à l'époque contemporaine, en fait. Donc où ça devient un élément de nostalgie. Et vu que le médiévalisme est souvent, ou le Moyen-Âge imaginaire est souvent associé à cette question de la nostalgie d'un monde qu'on aurait perdu, et aussi associé au monde de l'enfance, parce que ça c'est Umberto Eco qui disait le Moyen-Âge de notre enfance. Et donc ce qui fait que là, Avalon, ça joue à plein, quoi, en fait. En fin de compte. Avalon, c'est une île, pour ceux qui... Oui, c'est l'île, voilà. Donc, et puis la navigation, il n'y a pas de navigation, en fait. Oui. C'est un déplacement magique, en fait. Oui. Enfin, voilà, il y a des fées qui arrivent en barque, et puis et ça s'arrête là. Ça passe dans une espèce de brume, les brumes d'Avalon, et une espèce de passage magique. Puis même, il y a un côté presque du passage de la vie à la mort, quoi. En plus, avec le navire et tout. Ça aussi, c'est pas mal présent dans le médiévalisme aussi. Voilà, donc, oui, ce qu'on retrouve dans l'île des morts. Voilà. Ouais. Alors, avant d'en venir à ce peuple de la mer, parmi d'autres, mais enfin ce peuple assez emblématique, qui est celui des Vikings, donc je repose la question, qu'est-ce qu'on trouve dans la mer du Moyen-Âge imaginaire? Est-ce qu'il y a des créatures particulières? Est-ce qu'on fait face à des dangers? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est incarné quand même? Oui. Alors, parce que j'ai trouvé quelques contre-exemples de fantaisie un peu plus marine, qui vont exploiter la mer. Et dans ce cas, effectivement, elle devient un espace, une ouverture sur l'inconnu et sur les dangers, avec pour principale inspiration, presque comme devise ou comme slogan, le Hinc sunt dracones. Ici, il y a des dragons qui apparaîtraient sur les cartes médiévales. En fait, l'inscription elle-même, elle n'apparaît que sur un globe qui s'appelle Nunt Lennox, qui est tardif, qui est de 1510. Mais voilà, c'est cette inspiration des créatures marines, dangereuses, qu'on va trouver sur, pour le coup, beaucoup de représentations cartographiques. Donc, Here There Be Dragons, c'est quelque chose c'est une phrase qui revient régulièrement dans la fantaisie contemporaine. C'est par exemple le titre du premier volume d'une série pour ados qui s'appelle Imaginarium Geographica, et qui est caractéristique, donc de James Owen en 2006, qui est caractéristique du très très grand syncrétisme, alors de la fantaisie pour la jeunesse, de manière générale, depuis C.S. Lewis, et du très très grand syncrétisme de la fantaisie où il y a de la mer, où il y a des pirates, où il y a des bateaux. William vous en parlera aussi. Là, on a un exemple qui est vraiment extrêmement développé. On a donc ça se passe dans l'archipel des rêves.
dont la géographie est assez floue, hein, comme vous le comprendrez, où il y a par exemple Avalon, mais pas seulement. Donc dans l'archipel des rêves, des héros qui voyagent sur un bateau qui s'appelle Indigo Dragon. Ces 3 jeunes gens qui viennent d'Oxford, hein, qui tout d'un coup basculé vers un monde magique et dont on va comprendre petit à petit qu'il s'agit de Tolkien, C.S. Lewis et leur ami Charles Williams, un troisième des membres des Inklings. Et le capitaine du bateau Indigo Dragons, qui s'appelle Bert, est en fait H.G. Wells, qui lui voyage dans le temps. Bon. Et là, vraiment, on a affaire à un espèce d'univers carrefour, donc de la mer sur laquelle on navigue, mais une espèce d'agora d'imaginaire où il y a beaucoup de médiéval, il y a beaucoup d'arthuriens. Hein, c'est une histoire arthurienne. Il s'agit de retrouver qu'un Arthur parmi tant d'autres retrouve son trône. Mais il y a aussi beaucoup d'antiquité. La boîte de Pandore fonctionne comme l'arme ultime des méchants. Et puis il y a un peu de tout. Il y a le capitaine Nemo qui se sacrifie glorieusement dans la bataille finale. Il y a des choses qui s'appellent Rings of Power, les anneaux de pouvoir, mais qui en sont en fait les cercles mégalithiques, hein, qu'on va utiliser pour invoquer des dragons. Donc là, vous avez un bon exemple de cette espèce de réservoir d'imaginaire et de grand n'importe quoi, hein, auquel peut donner lieu la fantaisie. Et en général, c'est dans ce type de cadre que la mer peut apparaître. Quand on décide que le monde imaginaire, a priori, le monde secondaire qui est à base médiévaliste, devient totalement poreux et peut englober absolument toutes les époques. Dans ces cas-là, la mer est un bon espace pour accueillir ces imaginaires passés a priori très différents, mais qui se rencontrent là. Quelque chose à ajouter? Ouais, non, mais en fait, moi je pense aussi à un autre exemple dans les super-héros. En fait, il y a l'Atlantide, hein, dans les super-héros Marvel, donc avec le Namor, en fait, hein, dans la partie des années 60. On se rend compte qu'ils font parler, donc c'est un roi, et donc ça représente, en fait, c'est une espèce de tiers-monde, enfin voilà, donc qui est menacé par l'Occident et tout, par les essais nucléaires et tout. Et en fait, Namor lui parle exactement comme ils le font parler comme un personnage de Shakespeare, en fait, hein, donc il y a plein d'éléments médiévalistes et tout. C'est quoi ce personnage? Hein? C'est quoi ce personnage? Namor, voilà. Donc il va apparaître dans le prochain film Marvel. Bon, bref. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper intéressant, et c'est vrai que on peut projeter ça. Et aussi, il y a un autre, parce que c'est vrai que sur les dragons, moi je pensais aussi à un autre truc, c'est que les dragons sont pas mal présents aussi dans la fantasy, et souvent dans plusieurs exemples, hein, que ce soit dans Terre-Mère d'Ursula Le Guin ou dans Game of Thrones par exemple, hein, les dragons ils viennent d'au-delà de la mer. Mais donc ça veut dire que c'est encore une fois, ils sont associés à un temps très ancien, auquel il y a une espèce, voilà, et quand la magie disparaît, les dragons s'en vont au-delà de la mer et tout, donc tout un truc, toute une espèce de, voilà. Mais encore une fois, ça rejoint un peu ce que tu dis par rapport à Tolkien, c'était l'avant, c'est un monde extrêmement antique et tout, et ce qui fait que presque le médiévalisme de la fantaisie, c'est le présent en fait, voilà. Donc et les dragons, c'est l'avant, l'extrême antiquité, voilà. Donc Terre-Mer, c'est effectivement aussi un très bon exemple de fantaisie beaucoup plus maritime. Donc TE2REMER, hein, en un seul mot, Terre-Mer de Ursula Le Guin. Donc c'est une fantaisie assez ancienne, hein, 1968, donc c'est avant la Grande Vague, et c'est une des premières à proposer quelque chose qui soit un petit peu une réponse déjà à Tolkien, qui se veuille très différent de ce qu'a fait Tolkien, alors que il y a beaucoup de copies qui refont la même chose. Elle, c'est très différent, et donc c'est un univers qui est composé d'îles, c'est vraiment un archipel, et entre lequel les gens naviguent, mais ça ressemble beaucoup plus à, c'est une ethnologue, hein, Ursula Le Guin, et donc c'est achronique, hein, et c'est très ancien. Et quand le héros Jed voyage en barque, son bateau s'appelle Voiloin, et dessus sont dessinés 2 yeux. Donc ça rappelle vraiment les trières grecques, en fait, hein, donc les ophtalmoi qui étaient. Donc c'est aussi plutôt plus ancien que le médiévalisme. C'est une volonté à chaque fois de retour en arrière dans le passé. Et c'est là effectivement que Jed et Arène rencontrent les dragons. Comme on le voit ici, c'est l'adaptation par le fils Miyazaki, Goro Miyazaki.
Alors, il est peut-être temps de passer quand même à une réalité médiévale qu'on ne peut pas contester, qui est le fait qu'il y a eu des thalassocraties au Moyen-Âge, effectivement, dont l'une particulièrement connue, parce qu'elle s'est étendue quasiment jusqu'aux limites du monde habité. À l'ouest, elle est allée probablement jusqu'au territoire qu'on connaît aujourd'hui comme le territoire américain. Elle est allée très loin au sud, dans la Méditerranée. Elle est allée à l'est jusqu'à fonder les principautés autour de Kiev qui seront le noyau de la Russie actuelle. Donc, les Vikings. Alors, les Vikings, ils ont bien existé. C'était un peuple de la mer. Ça a été, encore une fois, un empire. Quelle alchimie étrange ont-ils pu subir pour arriver jusqu'à nous? C'est-à-dire, ils sont quand même omniprésents dans la fantaisie actuellement ou dans beaucoup de déclinaisons visuelles. Quel traitement ont-ils subi? Est-ce que les Vikings qu'on connaît aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils étaient en réalité? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, l'un et l'autre? Sur les Vikings, la redécouverte des Vikings, ça commence d'ailleurs plutôt au XVIIe siècle avec ce qu'on appelle les mouvements gothicistes, en fait, qui sont des espèces de proto-mouvements nationalistes en Scandinavie, voilà, donc qui vont même jusqu'à dire que en fait, l'Atlantide n'était pas dans l'Atlantique, en fait, mais au nord, en fait, l'Atlantide c'était la Suède, voilà, donc c'était bon, voilà, donc et que les Vikings, en fait, eux-mêmes, c'était des Atlantes. Enfin, bon, bref, je passe sur des... Arthur aussi, c'était les Atlantes. Oui, voilà, mais c'est pas grave. Gros succès des Atlantes. Mais en gros, à partir du 19e siècle, il va y avoir cette idée qui se développe aux États-Unis, mais aussi en Scandinavie, mais qui passe quand même beaucoup par l'Amérique. Comme quoi, les Vikings ont découvert les premiers, en fait, l'Amérique. On sait aujourd'hui que c'est vrai, avec la découverte de l'anse Mido en 1960, donc à Terre-Neuve, mais à l'époque, c'est une hypothèse. Alors pourquoi cette hypothèse elle est émise? C'est que à l'époque, les États-Unis, il y a quand même des conflits très forts entre les protestants et puis les catholiques, notamment les immigrés catholiques qui viennent principalement d'Italie. Et pour des protestants, ce qu'on appelle les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, dire que en fait, l'Amérique a été découverte, c'est le terme de l'époque, par un Italien, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, ça le fait pas. Et donc on va trouver, voilà, on va dire, bah oui, en fait, les Vikings c'était des gens du Nord, c'était un peu comme des Saxons, des Anglo-Saxons, donc en fait ça nous convient très bien, en fait, voilà. Donc voilà, donc il y a tout un truc par rapport à ça, et donc on va même prétendre que les Vikings ont posé le pied, la première fois qu'ils ont posé le pied en Amérique, c'était à côté de Boston, voilà. Bon, bref, on sait que c'est faux aujourd'hui, voilà. Mais il va y avoir mais vous voyez, en fait, le corollaire de ce discours-là, c'est de dire que les Vikings, en fin de compte, ouvrent l'ère des grandes découvertes, et donc ouvre la modernité. Et ce qui fait que les Vikings seraient notamment ceux qui traversent l'Atlantique, donc ceux qui traversent la mer, donc les plus marins des Vikings, pas les rois de Scandinavie, donc pas Harald à la dent bleue, voilà, des choses comme ça et tout, mais justement Éric le Rouge, voilà, donc et puis après Leif Erikson, eh bien ce sont des modernes avant l'heure, en fait, qui ont été en plus des entrepreneurs, il y a tout un truc comme ça, voilà. Et ça, ce discours-là, on le retrouve, là je vais vous passer un extrait, c'est pas long, je vous assure, ça va durer 2 petites minutes, voilà. Je vais vous passer un extrait de la série Vikings, si j'y arrive. Je vais passer un extrait de la série Vikings, donc qui a cartonné depuis 2013. Donc, tu crois que le Jarl va nous envoyer? Voilà, et je passe cet extrait-là et je vous le commente juste après, mais faites bien attention aux termes qui sont employés. Tu crois que le Jarl va nous envoyer cette année? Ces pauvres gueux de l'Est sont aussi misérables que nous. Je sais. C'est pour ça qu'il faut aller vers l'Ouest. J'ai entendu des récits fabuleux. Il y a beaucoup de villages et de cités, des trésors, des coffres pleins d'or et d'argent. Et il y a un nouveau dieu. Moi aussi, on m'a raconté ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Personne sait naviguer en pleine mer. Je pense connaître un moyen pour aller vers l'Ouest. J'ai trouvé un objet. Un outil qui va tout changer pour nous. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tais-toi et écoute. J'ai rencontré un homme il y a plusieurs mois. Un voyageur. Il m'a dit que c'était possible de naviguer vers l'ouest, de traverser la mer. Grâce à ceci. C'est un compas solaire. Il faut le poser sur de l'eau.
Encore un voyageur? Mais cette fois, c'est différent. Oui, mais dis-moi, Ragnar, ton soi-disant voyageur, il a navigué vers l'ouest lui-même. Bon, arrête et va me chercher de l'eau. Regarde, cette bougie, c'est le soleil. Si tu maintiens l'ombre du midi sur le cercle, tu sais que tu gardes le bon cap. L'ouest. Et si jamais il n'y a pas de soleil, ton compas ne te sert plus à rien. Alors comment tu navigues? Grâce à ceci. Viens avec moi dehors. On appelle ça une pierre de soleil. Tiens, regarde. Le soleil est là. On peut naviguer vers l'ouest. Bien, alors ça c'est un extrait qui est intéressant. C'est le premier épisode en fait de la série en fait. Donc c'est le premier épisode de la série avec le personnage principal des premières saisons de la série, donc Ragnar Lodbrok en fait. Et si vous regardez bien les termes qui sont employés, alors on va naviguer vers l'ouest, voilà, évidemment, voilà. Donc il y a tout le côté la navigation vers l'ouest en fait, la conquête de l'ouest et tout. Donc souvent les Vikings sont montrés comme des espèces de cow-boys ou de découvreurs avant l'heure. Et puis par-dessus le marché, il y a l'idée que alors les histoires de compas solaire, tout ça, de pierre du soleil, on sait, alors aujourd'hui, il y a eu des hypothèses pendant très longtemps pour expliquer comment les Vikings auraient pu naviguer comme ça, donc de l'Islande au Groenland et puis après du Groenland au Vinland, donc a priori l'Amérique en fait. Et donc on a dit voilà, ils utilisaient des compas solaires et des pierres du soleil et tout. Bon, aujourd'hui, ces théories-là sont sont battues en brèche quand même régulièrement. Et surtout, en fait, encore une fois, regardez bien les termes. C'est la pierre du soleil, voilà, donc le compas solaire. Donc il y a encore les lumières qui viennent éclairer l'obscurité du Moyen-Âge. Il y a toute une thématique comme ça. Et donc on est vraiment dans une imagerie très moderne, en fait. Le Viking qui va traverser les mers, c'est c'est un moderne avant l'heure, c'est un découvreur avant l'heure. Si on regarde aussi, pareil, je fais une petite comparaison avec un thème qu'on a évoqué dans le dictionnaire. C'est avec le polar, c'est pareil. La mode des polars médiévaux, en fait, qui était notamment lancée, enfin en tout cas très popularisée par Umberto Eco. Le personnage principal, du nom de la Rose, c'est un moderne avant l'heure, en fait. Voilà. Donc d'ailleurs, il s'appelle Guillaume de Baskerville. Baskerville, vous comprenez que c'est une référence directe à Sherlock Holmes, en fait. Donc voilà, faut bien se rendre compte, encore une fois, que les fictions médiévalistes ne parlent pas, vont s'inspirer d'un fond médiéval en fait, mais principalement vont développer un discours moderne et en fait vont largement inventer par rapport au Moyen-Âge, encore plus quand il s'agit de fantaisie évidemment. Anne, oui, quelque chose à dire sur ce barbare du Nord qu'est le Viking? Oui, c'est ça. Moi, je vais l'associer plutôt à la figure très polymorphe du barbare sur lequel Bruno Dumézil a travaillé et qui d'ailleurs signe la notice barbare dans le dictionnaire. Alors déjà, les Vikings, ils sont intéressants parce que c'est un des peuples historique qui a donné lieu à le plus de fantasmes et de déformations extrêmement pérennes via les fictions médiévalistes. Le casque à cornes, voilà, dont on a des représentations vraiment très très longtemps après Wagner, dont un des scénographes avaient lancé cette représentation dans le Nibelungen. Et donc le Drakkar, on continue à trouver beaucoup le nom de Drakkar. On sait que c'est une invention, enfin c'est une erreur des historiens du 19e que d'avoir choisi d'appeler les bateaux vikings ainsi, et on n'arrive pas à s'en débarrasser, parce que c'est le mot qui s'est imposé auprès des vendeurs de jouets et autres. Et voilà, on ne sait pas quand on pourra
décider que ça s'appelle autrement que ça. Est-ce que ça, un jour, on pourra le faire? Il y a aussi actuellement une grande vogue, suite à la série Vikings et à d'autres fictions médiévalistes. Il y a une grande mode des reconstitutions vikings. Il y a beaucoup de gens qui se passionnent pour cette civilisation et dont la lutte principale est contre le cliché de la violence enfin, ce qu'ils estiment être le cliché de la violence des Vikings. Bon, c'était quand même assez violent, mais pas seulement. Voilà, il y avait également une sophistication importante de cette civilisation. Donc voilà, ils attirent comme ça un certain nombre de fantasmes ou de déformations qui sont globalement liés au fait que donc c'est une des grandes figurations du barbare. C'est pas la seule, parce qu'il y a aussi les Mongols. Donc on va avoir le barbare de l'Est, nomade à cheval, les Dothraki. Dans Game of Thrones. Je vais faire Game of Thrones, parce que Game of Thrones, c'est vraiment une espèce de cristallisation d'imaginaire comme ça, des peuples. Et dans Game of Thrones, les peuples barbares apparentés aux Vikings, c'est les sauvageons du Nord, et c'est les Fernés, ceux des îles de Fer. Donc, qui représentent un peu les deux, la barbarie positive, la barbarie négative. Parce que le viking, c'est les deux. C'est à la fois, et en particulier tant qu'on est dans un cadre, dans un contexte culturel très chrétien, c'est-à-dire jusqu'aux années 50 en France, le viking, c'est effectivement le pillard, le destructeur, et en général dans les films, c'est sous cette forme-là qu'on le voit, et point. Il débarque, il brûle tout, les pauvres moines, voilà. Et ça évoque les Allemands, en fait. Et voilà, et il va facilement représenter les ennemis de la civilisation française ou européenne, en fonction de où est l'ennemi. Et ensuite, ils deviennent progressivement de plus en plus positifs. Et ça, c'est une évolution qu'on voit sur l'ensemble du barbare. Parce que leur paganisme est désormais associé à une liberté, une forme de liberté, une forme de pureté même, comme s'ils avaient été préservés d'un certain nombre d'éléments de décadence qui touchent le reste du monde. Et donc, voilà, les Vikings aujourd'hui sont attachés à ces figures d'un Moyen-Âge certes violent, mais qui correspond à des choses que nous aurions perdues. Et notamment, il faut bien l'avouer, à un modèle de virilité voilà, surdéveloppé, avec la musculature, la pilosité, les coupes de cheveux voilà, à la mode maintenant, les fourrures, etc. Donc un type de modèle viril qui, évidemment, n'est plus très bien vu dans la civilisation contemporaine, mais qu'on peut retrouver, voilà, dans lequel on peut se projeter dans ce passé-là. Donc voilà un petit peu pour moi à quoi le viking dans l'histoire et aujourd'hui va pouvoir être associé dans ces constructions que nous propose le médiévalisme. Oui, parce que le médiévalisme, c'est souvent le territoire de la désinhibition, c'est-à-dire que de même que dans ces temps de diététisme, etc., la période médiévale est vue comme la période où on faisait ripaille du matin au soir, ce qui n'était forcément pas du tout le cas, puisque les gens avaient au contraire énormément de mal à s'alimenter. De même, il semble quand même que le viking soit un peu une image de la force, alors peut-être pas de la violence, mais quand même de la force complètement désinhibée. Et ouais. Ce qui peut amener à des dévoiements quand même aussi politiques. Oui, bien sûr. Bah ça, la récupération de l'imagerie viking par l'extrême droite, notamment par les nazis, ça c'est quelque chose de très documenté. Avec en plus, alors aujourd'hui un bémol par rapport à ça, parce que c'est vrai ce que tu racontes, notamment il y avait des groupes de métal aussi qui reprennent l'imagerie viking, comme Amon Amarth et tout. Enfin voilà, avant il y avait Manowar. Donc ça c'est clair, voilà, il y a un côté comme ça. Mais aujourd'hui, par-dessus le marché, ce qu'on a vu dans la série Vikings, justement, c'est qu'il y a toute l'apparition des Shield Maiden, donc des porteuses de boucliers, donc les guerrières vikings. Et ça c'est intéressant parce que, alors ça là-dessus, en plus c'est un chantier de recherche actuel. Donc il y a des fouilles, il y a des débats par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, a priori, dans mes deux têtes, je cite les chiffres, on a 19 cas de tombes de femmes enterrées avec ce qui pourrait assimiler des armes, ce
qui pourrait être, parce que attention, voilà, donc voilà, ça, c'est tout le problème. Donc, parce que quand on enterre quelqu'un, même avec une épée, ça veut pas dire qu'elle portait l'épée forcément, c'est peut-être aussi un symbole de pouvoir, de voilà, moins peu importe. Et dans ces 19 femmes, en fait, il y en a que 2 avec des épées. Donc voilà, voilà, il y a quand même beaucoup de débats chez les archéologues par rapport à ça. Ça a beaucoup plu au public, mais on n'est pas sûr en fait. Oui, voilà. Mais ce qui est surtout ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que c'est l'image. Quand on se rend compte que cette image, elle est de plus en plus développée, elle est de plus en plus diffusée, c'est que ça fait écho à des débats contemporains en fait. Et encore plus, ça fait écho aussi à un phénomène qu'on ne parle pas beaucoup en France, mais qui est beaucoup plus évoqué dans les pays anglo-saxons, notamment en Amérique du Nord. C'est le fait que, ça c'est quelque chose voilà, qui est assez frappant, c'est que depuis 2015 aux États-Unis, en fait, notamment, toute l'armée, tous les postes de combat, y compris chez les Marines, en fait, sont ouverts aux femmes. Donc ça, c'est un truc novateur, et ça veut dire, ça, je pense, c'est plus dans ce cadre-là que ça rentre, en fait, hein, cette mise en avant des femmes vikings, des guerrières vikings, parce que concrètement, ça fait, ah ben vous avez vu, ça existait déjà avant, quoi, en fait. Hein. Et ce fait, en plus, c'est quelque chose qui, voilà, il y a tout un débat là-dessus. Il y a tout un débat aussi par rapport au fait que les Vikings étaient moins patriarcaux. Enfin voilà, depuis le 19e siècle, hein, c'est dit. Hein, donc les Vikings auraient été moins patriarcaux que le reste du Moyen Âge parce qu'ils étaient plus démocrates. Voilà, y compris vous avez ça, y compris chez les auteurs en fait marxisants qui vont dire ah mais les Vikings, les barbares germains, c'était une proto-démocratie, c'était presque une forme de communisme primitif. Hein, donc voilà, donc c'est quand on remonte un peu le fil, la généalogie de ce type de motif, en fait, ça peut aller très loin en fin de compte. Hein, parce que même par rapport à cette idée que les Vikings étaient plus, ou les Germains, en fait, les barbares étaient plus libres que leur contrepartie, les Romains, on trouve ça aussi chez Montesquieu, par exemple. C'était peut-être le cas en Islande, justement, non ? Peut-être, oui, mais ça, c'est des débats. Oui, peut-être, mais c'est des débats, en fin de compte, qui sont, voilà, ça oblitère le fait, par exemple, que les Vikings, c'était aussi des esclavagistes, en fait. Hein, donc voilà, donc c'est bon. Donc voilà, je pense que c'est ce qui est important de comprendre à chaque fois dans ces discours médiévalistes, c'est de se rappeler que c'est le contexte qui joue à plein. Et moi, je dis toujours, quand vous regardez un film médiévaliste, hein, vous apprendrez plus sur l'époque de sa production que sur l'époque qu'il est censé représenter. Ça fonctionne pour tout, hein, que ce soit les discours politiques, les œuvres picturales, voilà, ça vous apprend toujours, c'est toujours important en histoire, sur le contexte de production. En fait, voilà, donc, peut-être sur les livres d'histoire eux-mêmes. Et peut-être sur les livres d'histoire, bien sûr, mais c'est évident, parce que voilà, même dans mes souvenirs, en fait, un Michelet aussi était tripé sur sur la démocratie, enfin voilà, donc les barbares, en fait, voilà, donc ça c'est des trucs, bon, c'est... Oui, c'est bien sûr. C'est très polymorphe. C'est toujours aussi un espèce c'est toujours une arène idéologique parce que voilà, les Vikings, ils sont à la fois d'extrême droite et à la fois progressistes. Enfin, ils peuvent faire l'objet d'appropriations extrêmement diverses parce que les connotations qui leur sont associées par le médiévalisme depuis effectivement au moins Montesquieu et à la limite même la manière dont ils ont été décrits par les tout premiers historiens, leur donne ces options-là. À partir de la notion de liberté, par exemple, on peut effectivement l'associer à des champs politiques extrêmement différents. Et puis, pour revenir à ce que tu disais sur la force physique, en fait, il y avait aussi un aspect... Déjà, Paul-Henri Mallet, qui était un des premiers traducteurs, même le premier traducteur moderne des Eddas, donc les textes mythologiques nordiques, en fait, donc, qui traduit ça au milieu du XVIIIe siècle, qui était un Suisse, mais qui travaille pour le roi du Danemark. Il va écrire des textes en disant, voilà, en fait, ils étaient forts physiquement parce qu'en fait, ils étaient libres, et pour être libres, ils devaient être forts physiquement. Il y a justement tout un discours, en fait, par rapport à ça, cette espèce de lien entre la force physique et la liberté. Et qu'on retrouve, et il reprend en fait la théorie des climats de Montesquieu en disant voilà, le froid ça rend fort, donc voilà, vu qu'on est fort, on est libre, on est démocrate, donc voilà. Donc concrètement, si vous êtes démocrate, passez votre vie dans un frigo, voilà, c'est parfait. Voilà. Non, mais voilà. Et à côté de ça, évidemment, les orientaux, ils sont sous la chaleur, donc ils sont mous, donc concrètement, ils sont plus facilement serviles en fait. Voilà. Donc il y a tout un truc, voilà. Donc, alors pour conclure ce panorama nécessairement limité, est-ce qu'on dit un mot des pirates ? Parce que d'ailleurs viking, je crois que c'est juste un mot du vieux norrois pour dire pirate en fait, non ? Ouais, ou
explorateur, naviguer, Ouais, voilà, donc ça c'est viking, voilà, donc partir naviguer, partir en... oui, alors juste pour rebondir ce qu'avait dit Anne à un moment, c'est que justement c'est Anne qui parle de, je trouve que c'est une belle expression de médiévalisme syncrétique. On retrouve en fait, et ça dès le début du XXe siècle, chez les premiers auteurs de fantasy, on va retrouver, et notamment américains en fait, on retrouve des pirates dans des univers de fantasy. Là, vous avez un cas, je vous montre un cas qui est quand même qui est un peu connu en fait pour les fans de fantasy. Attendez, il faut juste que je passe les, voilà. C'est l'ami Conan, voilà, donc Conan le barbare, donc qui était, voilà, donc qui a été créé par Robert Howard en 1932. Et ben dans l'univers que crée, donc dans ce qu'on appelle le monde imborien en fait, donc créé par Howard, et ben lui il prend un peu tout au shaker et puis il mélange. Donc vous allez avoir des Égyptiens antiques et tout, vous allez avoir des Vikings, vous allez avoir en gros le Moyen Âge classique du XIIe siècle avec l'Aquilonie, et puis vous allez voir les pirates argocéens, c'est des pirates, voilà. Donc, et là vous avez une version, moi j'ai bien aimé cette couverture de comics, j'ai mis 1 heure à la retrouver, mais bon, je me suis rappelé de cette, voilà. Et donc ça date, il date de, je crois que c'est 1982, si je me rappelle bien, cette couverture. Bon, là, on a Conan sur un bateau qui ressemble clairement à un bateau viking, parce que vous savez la voile, voilà, en blanc et en rouge. Et donc, il affronte un pirate du XVIIIe siècle, en fait, voilà. Donc, bon, voilà. Et ça, c'est un truc, mais sauf que, évidemment, c'est comme, vous savez, quand on étudie au Moyen-Âge, quand on étudie au début les textes géographiques, on dit, mais qu'est-ce qui. C'est de la grande blague, en fait. Mais encore une fois, ces textes, tout comme il faut prendre les textes géographiques au sérieux pour pouvoir les comprendre, en fait, dans le contexte de l'époque, et ben, des images comme ça, il faut les prendre au sérieux pour les comprendre. Et ben, il faut comprendre qu'aux États-Unis, le découpage temporel, le médiévalisme, et ben, il commence en fait à la fin du XVIIIe siècle. Réellement, en fait, vous avez en fait le médiévalisme, c'est ce qu'il y a avant, voilà, quoi. Donc voilà, avec évidemment exclu l'Antiquité gréco-romaine, en fait, où là, pour le coup, c'est les modernes avant l'heure, quoi. Donc, vous voyez, ces découpages temporels, il faut les comprendre, il faut les intégrer. Bon, quoi qu'il en soit, en fait, maintenant, les pirates, les pirates 18e siècle, donc au 17e siècle, les flibustiers donnent la fantaisie médiévaliste. Ça, vous en avez par wagon entier. Là, je vous mets un exemple, voilà, qui est cher à mon cœur. Voilà, donc Donjons et Dragons. Voilà, le jeu de rôle dans un même univers, qui s'appelle l'univers de Mystara. Vous allez avoir le Grand-Duché de Karameikos. Bon, bah, merci, c'est un duché médiévaliste. Et juste à côté, vous avez les guildes de Minrotad. Et ben, c'est des pirates. Voilà. Allez, youpi. Donc voilà, ça c'est des trucs, c'est classique, et vous avez ça aussi dans les jeux vidéo, voilà. Donc enfin c'est un grand mélange, mais voilà, t'employer le terme médiévalisme syncrétique, moi j'aime beaucoup ça. En fait, je trouve que c'est ça en fait. Voilà, il y a une espèce de on englobe plein de choses et tout, ce qui fait que par exemple quand tu as la franchise Pirates des Caraïbes, bah, en fait, si tu regardes bien, ça reprend plein de thèmes de fantasy très classiques avec voilà, même la critique de la modernité et tout. Voilà, donc voilà, Parfait, rien à ajouter, non? Donc on a peut-être un tout petit peu de temps pour d'éventuelles questions, si vous 25 voulez. minutes. Oula, Alors, madame. Ouais, il y a plein de voix. Attendez, je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur. Si, c'est là-bas. Alors, il va falloir faire le... La dame arrive. Voilà, la dame arrive. Alors c'est au premier rang. C'est au premier rang, puis après il y a monsieur. Oui. Voilà. Alors, Madame. Ceux qui restent, ils auront le droit à un numéro de claquette, parce qu'on fait un numéro de claquette à la fin. Je dis ça, voilà. Allez-y. C'est vous qui perdez. Merci beaucoup pour cet exposé et pour votre humour aussi. Alors moi, je suis restée sur l'idée que les Vikings se déplaçaient sur des dracars. Donc je voudrais, si possible, que vous m'éclairiez sur ce sujet. Alors, en fait, justement, on n'a pas de bon mot pour. Donc, drakkar, c'est une erreur qui est apparue au 19e, en 1815, dans les travaux de je ne sais plus qui. Donc, parce que c'est une extrapolation du pluriel de drakkar, dragon, avec un seul K.
Donc le deuxième cas, on ne sait pas du tout d'où il est apparu. Ça, c'est vraiment sans doute pour faire plus exotique, hein, le double cas. Et donc, c'était les figures de proue qu'il y avait sur certains bateaux, donc qui étaient en forme de créatures marines, de dragons. Et donc, par extrapolation, la personne qui a traduit, qui a fait ce premier ouvrage sur la marine militaire des Vikings, a appelé ça Drakkar. Et donc, c'est une erreur. Après, il y a plein de mots pour désigner donc c'est des dérivés de longship. Ouais, Longskip, ouais, des choses comme ça. Après, là-dessus, moi, je suis même pas pour. Enfin, vous savez, c'est comme l'histoire de la tapisserie de Bayeux. Bon, c'est pas une tapisserie. Voilà. Bon, mais sauf qu'en fait, tout le monde l'appelle la tapisserie de Bayeux. Bon, bah, c'est rentré dans le langage commun. Qu'est-ce que c'est alors Hein, Qu'est-ce que c'est? C'est une broderie. C'est une broderie, la tapisserie. Donc voilà. Donc le truc, c'est que c'est rentré dans le langage commun. Donc voilà, on appelle ça la tapisserie de Bayeux. Les dracars, c'est les dracars. Voilà. Donc c'est juste, évidemment, c'est toujours intéressant quand on fait des synthèses sur les Vikings de rappeler, genre bon, c'était pas le terme qui est employé à l'époque. Maintenant, c'est le terme qui est employé à l'époque, c'est le terme qui est employé, qui est employé aujourd'hui. C'est pas grave en fait. Hein, c'est la langue, elle dévie et tout. Voilà. Quoi, c'est un bel exemple de médiévalisme. Voilà. C'est un bel exemple de médiévalisme. C'est effectivement quelque chose qui est inventé au 19e. Voilà. Sauf que vous voyez, le médiévalisme, même jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile. Si vous faites une émission sur les Vikings, donc les Vikings sur leur langue skip et tout, genre les gens vont dire de quoi ils parlent, voilà. Et donc la plupart des gens qui font des émissions sur des Vikings, pour être accessible au grand public, en fait, on va employer le terme de dracard. Donc vous voyez, encore une fois, le médiévalisme va imposer, s'impose même dans le discours des historiens ou des historiennes, parce qu'on est obligé d'en passer par là. C'est comme la tapisserie de Bayeux, c'est la tapisserie de Bayeux. Si on commence à dire la broderie de Bayeux, genre, c'est quoi, il nous parle là, voilà, donc voilà. Bon, faut faire avec. Voilà, c'est pas scandaleux. Voilà. Ah si, aussi on connaît la langue norroise en fait. Hein. Oui. Bah justement, il y a Longskip notamment, il y a donc Kokskip, bateau long, il y a pas mal de termes. Skelja, il y a plusieurs mots. Ils avaient plein de bateaux différents et donc ils avaient plein de mots. Surtout le terme par exemple, vous voyez que même si on prend un terme commun aujourd'hui comme frégate, on ne connaît même pas la racine. Vous voyez, donc, et surtout en fait, faut pas penser que les Vikings ils avaient un type de navire en fait qu'ils appelaient toujours de la même manière. Ils ont plein de types de navires et peut-être entre les régions ils avaient des manières différentes d'appeler les types de navires. Enfin voilà, donc les appellations de navires, il y en a plein en fait, voilà. Et c'était pas Drakkar, voilà. Bonjour. Alors, je vous remercie pour votre conférence, c'était super. J'avais une question, c'est est-ce que vous pensez qu'au Moyen-Âge, il y avait une dimension mystique et religieuse de la mer, comme on voit dans la navigation de Brédan, qui a inspiré certaines œuvres comme L'île des Pingouins d'Anatole France ou le tome 5 de Narnia? Et est-ce que vous pensez qu'avec la sécularisation des sociétés en Occident, cette dimension-là se perd dans la fantaisie? Je vous remercie. Alors effectivement, j'avais pas pensé à parler du voyage de la Belle Horreur, qui est un autre bel exemple de fantaisie où la mer joue un grand rôle. Et alors cette dimension spirituelle de la mer qu'il y a dans Saint-Brandon et qui se retrouve dans la fantaisie, je pense se retrouve dans la fantaisie jusqu'à aujourd'hui. Spirituelle, pas spécifiquement catholique ou même chrétienne. La fantaisie me semble justement des réserves d'une volonté de maintenir un rapport spirituel avec le monde qui nous entoure et en particulier avec le monde naturel, alors qui va aujourd'hui prendre des formes très diversifiées, très polymorphes, avec aussi d'inventions de plein de néopaganismes qui ont pour but justement de combattre une déchristianisation par un renouveau spirituel qu'ils vont aller chercher dans un passé plus lointain. Mais en tout cas, la fantaisie est vraiment continue à maintenir ça très fortement.
Bon, la mer n'y étant pas très présente, comme je l'ai dit, ça ne s'exprime pas forcément par la mer, mais dans les exemples qu'on a, oui, on a navigation vers l'ouest et donc vers l'autre monde, les Valar, voilà, les Valar qui sont les dieux vers lesquels on peut aller en prenant la mer. Chez Tolkien, la voie droite, bon, la cosmologie de Tolkien est un peu compliquée, mais voilà, qui permet à certains élus de rejoindre l'autre monde, ça continue à être présent. Alors, d'autres questions? Madame, oui. Il y avait monsieur. Oui, monsieur et madame, et puis monsieur. Moi, je l'ai vu parce qu'il est dans Ah, c'est ça. Oui. Oui, on m'entend. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Cette représentation du barbare médiéval, donc du viking par exemple, dont vous parlez, est-ce qu'elle est inspirée justement des auteurs antiques? Je pense à Tacite par exemple, quand il parlait des barbares, on retrouvait cette même ambivalence, à la fois admiration et puis un culte, enfin l'incivilisation. Évidemment, parce que de toute façon Montesquieu cite Tacite. Hein. Quand il parle de ça, il en cite. Donc évidemment Tacite, notamment la Germania, donc la Germanie de Tacite, ça sert de base. Sauf que Tacite, pour lui, il dit en gros, les Romains sont devenus trop mous en fait, hein, parce qu'ils sont un peu trop civilisés, donc il faut prendre exemple sur les Germains. Mais il n'y a pas l'aspect démocrate, en fait, démocratie, en fait, voilà, donc, ou liberté, en fait, qui est présent chez Montesquieu et qu'on retrouve même, encore une fois, chez Engels, quand il écrit, chez Engels, quand il va écrire, en fait, donc l'origine de la famille, de l'État et de la propriété, enfin, de la propriété, il parle aussi de ça, qu'on a aussi chez Kropotkin, des choses comme ça. Donc, oui, mais ça prend des dimensions différentes à partir du XVIIIe siècle. Mais évidemment, ils lisent tous Tacite. En faisant un contresens, parce qu'en fait Tacite ne parle pas de ça, en fait, voilà. Donc, voilà. Alors il y a une autre question là-bas. Bon voilà, je suis désolée, on va essayer de répondre rapidement parce qu'il y a pas mal de questions. Voilà. Oui. Ah ben non, c'était pas ça. Ouais. C'est pas grave. Après. C'est bon? Après. Bonjour. Ouais. Moi, ma question, c'était, alors, du coup, et vous écoutez effectivement dans la mythologie médiévale moderne, enfin, celle qu'on se représente le Moyen-Âge, il n'y avait vraiment pas de mythologie marine. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une vraie construction moderne où au Moyen-Âge, il y avait aussi une absence totale de mythologie marine. Par exemple, j'imagine que la mythologie grecque de l'Odyssée était quelque chose qui était, enfin, je sais pas, qui existait toujours en fait dans les récits ou dans le Moyen-Âge européen. Et qu'est-ce qui en a fait? Ça a disparu, on l'a redécouvert après. Enfin, Non, alors attention, les textes grecs, notamment les textes grecs comme l'Odyssée, c'est redécouvert après, en fait. Hein, donc, par exemple, l'Atlantide, au Moyen-Âge occidental, voilà quoi, ça va être redécouvert quand Platon va être quand notamment le Critias va être traduit en fait, hein, donc du grec. En 1485 par les humanistes en fait. Hein, donc voilà, il y a évidemment une mythologie par rapport à la mer en fait, hein, mais c'est pas quelque chose qui occupe tant que ça les esprits en fait. Hein, donc le centre, l'horizon géographique et historique médiéval, quand vous regardez par exemple des cartes ou ce qu'on appelle les mappa mundi médiévales, c'est Jérusalem. Oui, c'est Jérusalem. Donc en fait, quand vous avez ce qu'on appelle les cartes Théo, en fait, hein, donc avec le monde divisé en 3, le centre du monde, il est continental, en fait. Hein, donc c'est Jérusalem. Pardon? Oui, bien sûr. Les gens, ils regardaient vers Jérusalem, en fait. Hein, donc c'est le centre de leur préoccupation. C'est pour ça, après, qu'il y a quand même un basculement du monde à partir du fin 15e, début 16e, où là, pour le coup, il faut trouver une explication. Il y a un autre monde qui existe. Mince. Voilà, la Bible n'en parle pas. Mince, comment on fait? Voilà, donc bon, après, il y a... Non, mais la mer n'est pas absente du Moyen-Âge, on le disait. Non, elle n'est pas absente. Mais du Moyen-Âge imaginaire, le grand contre-exemple a été donné par monsieur, c'est la navigation de Saint-Brandan, qui est une histoire d'un moine irlandais du VIe siècle, hein, qui va... voilà, qui a une espèce de voyage mystique qui l'amène sur diverses îles. Comme je vois que le sujet vous intéresse, je me permets de vous signaler qu'on a publié un autre livre il y a déjà 2 ans qui s'appelle La mer au Moyen-Âge. Et voilà, qui répond à pas mal des questions que vous abordez. Oui, puis après, mais sauf que Saint-Brandan, en fait, si on regarde bien, c'est aussi une espèce de redite des Hespérides et tout, voilà, du mythe des Hespérides. Mais même, par exemple, l'île d'Avalon, c'est pas le voyage, il est pas, quand Arthur va en Avalon, c'est pas décrit, il n'y a pas toute une aventure pour décrire le voyage d'Arthur. C'est genre, il prend un bateau, puis voilà, il prend le ferry, quoi, en fait. Hein, c'est juste, voilà, il traverse la Manche, quoi, en fait. Hein, donc,
Alors, il y a une autre question, voilà, là, cette fois-ci. Voilà. Là-bas, Et après, oui. Bravo. Et vous aussi. Non, oui, vous. Oui. Alors, Puisque vous avez beaucoup d'humour, je me permets de vous poser une question provocante. Allez-y. Vous avez dit, et je suis d'accord avec vous, que les représentations d'événements historiques ou de périodes historiques en disent plus sur l'époque à laquelle elles ont été écrites ou représentées que sur l'époque qu'elles sont censées représenter. Vous me paraissez vous inscrire dans une tendance actuelle qui est de commencer par mettre un point d'honneur à bien faire comprendre au public que tout ce qu'on voit dans les films, dans les représentations fictives, etc., c'est à rejeter, que ça ne représente absolument pas la réalité historique. Même dans des cas où, en réalité, les historiens ne savent pas très bien, comme vous l'avez dit sur les pierres solaires et les cadrans solaires, on ne sait pas comment ils ont fait, mais en tout cas, il faut commencer par bien mettre l'accent sur le fait qu'ils ne l'ont surtout pas fait comme on le voit dans les films. Qu'est-ce que cette tendance... est-ce que cette tendance dit quelque chose sur l'historiographie actuelle et par extension sur notre époque à nous? Alors, moi là-dessus, j'ai fait une entrée dans le dictionnaire sur l'authenticité. Parce que je me suis rendu compte, notamment quand il y a eu la première saison de Game of Thrones, moi j'avais écrit un papier là-dessus, en fait, il y avait une espèce de discours, genre Game of Thrones, enfin de la fantasy réaliste, c'est pas comme Tolkien, quoi. Bon, sauf qu'il y a quand même des zombies des glaces et des dragons, donc bon, en termes de réalisme, on repassera. Voilà. Donc voilà, c'est un gag. Le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vu que, et ça, Anne en parlera mieux que moi, un des vecteurs, le vecteur le plus important du médiévalisme, c'est la fantaisie. En réaction, je pense qu'il y a vraiment une espèce de dire, oui, mais en fait, on va retrouver le vrai Moyen-Âge. Sauf qu'en fait, en tant qu'historien ou historienne, on sait bien que le vrai Moyen-Âge, c'est difficile à mettre. On étudie des archives, en fait. On n'est pas en train de faire une interview de alors, Monsieur Charles VIII, c'était comment, voilà. Donc c'est Louis XII plutôt ici. Non, mais moi je comprends sa question. C'est en fait, effectivement, on est actuellement dans une historiographie de la déconstruction. C'est une évidence, et je pense que c'est, pour moi, plutôt une bonne chose et quelque chose de naturel face à des monuments un peu figés qu'il fallait vraiment rendre plus souple et plus mobile. Alors ceci dit, l'exemple de Game of Thrones, il est bon, c'est-à-dire que la plupart des commentaires de Game of Thrones vont consister à retrouver des sources historiques dans cette série qui n'a rien d'historique. Donc en fait, il y a toujours la tendance spontanée des publics et des médias, elle est plutôt de retrouver quelque chose d'une authenticité. Donc je veux dire, on a encore du boulot, on va continuer à aller dans à dire alors non, qu'est-ce que la vérité du Moyen-Âge dans la mesure où on a inventé le Moyen-Âge. Enfin voilà. Ouais. Et bon, nous, il se trouve que notre travail, il porte vraiment là-dessus. Donc, on peut et surtout exclusivement. Oui, surtout juste le truc, c'est que là, vous avez dit, en fait, c'est pas moi quand on travaille là-dessus, c'est pas de dire on balaye, genre non, mais c'est pas le vrai Moyen-Âge. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer pourquoi, en fait, le sens de sa représentation, en fait, vous voyez. C'est pas de dire non, mais en fait, c'est faux. Enfin, voilà, genre vous avez rien compris et tout. Non, c'est d'expliquer le pourquoi, en fait. Pourquoi d'un coup, voilà, en effet, on va avoir, quand vous prenez des films médiévalistes des années 50, c'est un Moyen-Âge très coloré, très doré. Quand vous regardez les films hollywoodiens que j'adore, vous regardez pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre cinématographiques du médiévalisme, c'est Robin des Bois, donc de Curtis, 1937 avec Errol Flynn. Bon, là, vous avez un Moyen-Âge. Voilà, pimpant. En couleur, pimpant, l'autre il saute partout, il est en collant, voilà, voilà. Bon, il n'y a pas ça dans Game of Thrones. Pourquoi ? Voilà, Game of Thrones, c'est le Moyen-Âge, c'est la boue, c'est du sang, c'est du sexe. Voilà, donc, et pourquoi ? Eh ben ça, faut l'expliquer en fait. Même en termes de, quand vous prenez un film comme le dernier film de Ridley Scott, donc le dernier duel, qui est censé être un film justement où Ridley Scott a dit mais je m'appuie sur des sources médiévales, je m'appuie notamment sur des sources, sur des sources graphiques, voilà, en fait, ou sur des recherches, notamment par rapport à l'armement et tout. D'accord, mais la manière de filmer le film avec un grain très sombre, très mat, avec de la boue, etc. et tout, c'est un parti pris esthétique. Et ça dit quelque chose en fait de notre représentation du Moyen-Âge en fait, ou en tout cas de la représentation de Ridley Scott en fait. Donc vous voyez, c'est ça qui est important à étudier. Ok, merci. Alors, donc, monsieur, c'était vraiment promis, là, au premier rang, oui. Et il y a aussi madame qui demande depuis tout à l'heure. Oui, d'accord. Ouais, non. Merci,
moi je suis complètement convaincu. C'est un formidable outil de médiévaliste pour voir ce qu'on dit de l'époque qu'il a produit, ça là-dessus. Moi je voulais savoir, mais j'aurai la réponse en lisant le bouquin, si vous faites des entrées sur Lovecraft, la Grande Guerre et puis certains groupes de métal comme par exemple Iron Maiden ou d'autres. Alors il y a une entrée musique Il y populaire. a une entrée musique populaire. On parle même de rap, voilà, donc voilà, faut pas. Et Lovecraft, on n'a pas fait. Non, il y a science-fiction et il y a Science-fiction. post-apocalyptique. Voilà. Il y a science-fiction et tout, voilà. Donc, mais je ne sais pas si Lovecraft est même dans notre index. Ouais, c'est faux. Je vérifie. Je sais pas si peut-être quelqu'un en parle, mais je sais plus. Peut-être dans Gothic. Ce sera pour la prochaine édition. Ce sera pour la. On va mettre Et Lovecraft. l'autre et la Grande Guerre, en fait, on en parle très très régulièrement, notamment William, dont c'est vraiment un des éléments d'intérêt de la manière dont les Allemands ont été représentés effectivement comme divers barbares médiévaux. Ouais, la monstruosité de l'ennemi, elle est souvent médiévale en fait. Hein. Les ogres et tout, les Allemands c'est des ogres et tout, donc voilà. Donc, alors, qui peut encore prendre la parole? Madame qui demande depuis tout à l'heure. Ouais. Bonjour, du coup je voulais savoir, au Moyen-Âge on a des textes comme Simbad et les Sept Mers qui... textes comme quoi? Simbad et les Sept Mers qui est plutôt un récit oriental du 8e siècle, mais est-ce que on a ce type de récit plutôt dans le monde occidental avec qui mêle réalité, imaginaire et idée de voyage et d'exploration? Saint-Brandant. Alors, l'Odyssée, et puis les voyages vers les Hespérides, etc. Ouais. Mais, et puis, effectivement, les Mille et une Nuits sont une des sources du médiévalisme islamique. Hein. On a une entrée islam et monde islamique qui suit cet héritage-là. Alors, on a très peu de temps, donc est-ce qu'il y a encore... Oui, alors par là, monsieur. Lui, là. Là-bas, oula, là-bas. Ah, Merci. J'avais une question sur le motif de la conquête par la mer. Je ne sais pas si c'est courant. Enfin, j'en reviens, j'en suis désolé, toujours à Game of Thrones avec Daenerys qui traverse cette espèce de manche et puis les Targaryens qui en viennent. Est-ce que c'est juste Martin qui reprend le motif qui reprend Guillaume le Conquérant traversant la Manche, ou est-ce que c'est un motif qui est assez courant dans la fantasy? Merci. Juste remarquez d'où elle vient, Daenerys. Hein. Elle vient d'Essos, elle vient de villes avec des ziggourats. Donc c'est l'Antiquité qui arrive pour casser la tronche au Moyen-Âge, en fait. Hein. Enfin voilà, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, c'est quand même assez frappant, quoi. Donc voilà. Oui, puis c'est un retour puisque Daenerys va aussi s'avérer être en fait la méchante, spoil, c'est les conquêtes de l'Est. Alors en général, elles viennent pas par mer, mais là c'est le cas. Donc non, pour moi, c'est pas très développé. Alors une dernière question, monsieur là-bas, tout au fond, s'il vous plaît, si vous pouvez, voilà. Désolé. Ouais. Alors, on signe des bouquins à partir de 15h15, voilà, si vous voulez, donc au stand de Vendémiaire. Donc, vous pourrez venir nous poser des questions. Oui. Voilà. C'est 5 € la réponse, donc c'est pas cher. Allez-y. Bonjour, je voulais savoir si le fait que la mer ne soit pas très utilisée dans le médiévalisme, c'était pas parce que il y avait déjà une mer intérieure qui était les forêts. Et que du coup, il n'y avait pas besoin de... Oui, en effet, c'est clair que dans les romans de chevalerie, la forêt, c'est un des lieux centraux de l'aventure, quoi. Donc, il y a les forêts, mais en fait, il y a aussi les îles, en fait, hein, donc, dans les romans de chevalerie, parfois. Hein. Mais ce qui est frappant, c'est que dans les romans de chevalerie, la traversée, c'est pas aventureux, quoi, en fait. Hein. C'est une espèce de non-événement. Voilà, boum, on arrive, merci, voilà, on est sur une île, quoi. Donc c'est... Oui, possiblement, oui, bien sûr. Mais oui, encore la une fois, forêt, c'est le lieu de l'aventure, de la non-civilisation, etc. Bon, maintenant, ça n'est que par métaphore qu'on peut les associer, dire que la forêt est une mer à sa façon. C'est deux espaces qui sont quand même connotés assez différemment dans les imaginaires, et la forêt est très, 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 très présente dans le médiévalisme. En tout cas, c'est une très belle idée sur laquelle nous allons donc terminer cette conférence. Merci beaucoup à tous.